Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va essayer de terminer le chapitre sur la physiologie digestive. Jusque-là, donc nous avons étudié donc tout ce qui se passe au niveau de la bouche, au niveau donc de l'estomac. Nous avons entamé les phénomènes de digestion et d'absorption qui ont eu lieu au niveau donc du grêle. Aujourd'hui, donc, on va terminer par les phénomènes moteurs de l'intestin grêle et on terminera par la dernière portion donc, du système digestif qui est le gros intestin où on parlera donc, de la motricité du côlon, donc de sa fonction et on terminera par la défécation et des notions sur la continence bien entendu. Donc, avant donc, de parler toujours donc, de cette partie, cette deuxième partie de la physiologie intestinale, toujours, donc on va faire un petit rappel. Donc, ce rappel, donc, bien sûr, il concerne l'intestin. Donc, on a déjà cité donc, ce qui concerne l'intestin grêle. Vous savez que l'intestin dans son ensemble, donc c'est un tube de 4 à 6 mètres de longueur. Il s'étend du pylore jusqu'à l'anus. Il se compose de deux parties, le grêle et le gros intestin. Donc l'intestin grêle avec ses trois portions, donc le duodénum, le jejunum et l'iléon. Donc ça, nous l'avons déjà cité. Aujourd'hui, on s'attarde un peu sur le gros intestin, donc qui est constitué par le sécom, donc c'est ce que vous voyez ici, donc avec l'appendice, donc l'inflammation dans la fameuse appendicite que tout le monde connaît. Donc à côté donc du sécom et de l'appendice, on a donc ce côlon. Donc tout ça, c'est le côlon. Donc, avec en dernier le rectum. Donc, si on reprend le côlon, donc lui, il est forme, donc c'est la partie la plus importante du gros intestin. Il comporte trois portions. Donc, on a le côlon ascendant, donc c'est-à-dire c'est le côlon droit. On a le côlon transverse. On a le côlon descendant qui se poursuit par le côlon sigmoïde en forme de S et se termine bien entendu par le rectum. Donc, revenons à la motricité du grêle. Donc, jusque-là, nous avons étudié les phénomènes de digestion et d'absorption qui se déroulent essentiellement au niveau du grêle. Mais à côté donc, de ces deux fonctions principales, la digestion, l'absorption, et sachant que l'intestin assure également une fonction sécrétrice, donc définie par les enzymes qui sont sécrétées par la bordure ombrose ainsi que le mucus, mais également l'intestin grêle est doté d'une activité motrice. Cette motricité grélique, donc, il permet trois fonctions principales. Premièrement, donc, c'est de mélanger les aliments avec toutes les sécrétions digestives, sachant que les principales sécrétions, notamment la pancréatique et l'hépatique, sont déversées dans l'intestin, plus exactement au niveau du duodénum. Après avoir mélangé les aliments avec ces sécrétions, cette motricité permet également de faciliter le contact de ce chyme avec la muqueuse intestinale, donc afin d'être absorbé. Et en dernier lieu, donc la motricité grélique permet donc d'assurer la propulsion vers l'avancée du contenu intestinal dans le sens aboral. Différents types d'ondes contractiles sont retrouvés au niveau de l'intestin grêle. Il y a deux types qu'on peut citer. Donc, il y a des ondes phasiques, mais également des ondes toniques. Quand on parle d'ondes phasiques, c'est-à-dire ce sont des ondes qui provoquent une augmentation de la pression à début et à une fin nette. Donc, c'est-à-dire on a le début de la contraction et on a sa fin. Donc, il y a deux types de contractions phasiques, ou bien d'ondes phasiques. Donc, il y a le péristaltisme qu'on a déjà décrit au niveau de l'œsophage. Donc, on va le redécrire donc, au niveau de l'intestin. Donc, il y a également des ondes de segmentation. On va voir qui est la différence entre les deux types, entre ces deux types-là. Donc, les ondes toniques, par contre, elles sont de faible amplitude, mais de longue durée. Donc, elles provoquent une diminution du calibre intestinal, ce qui augmente la résistance à l'écoulement du chyme. C'est l'activité tonique de base.
Maintenant, cette activité motrice du grêle diffère selon qu'il s'agit de périodes interdigestives ou de périodes digestives, c'est-à-dire selon la prise alimentaire ou pas. Donc maintenant qu'on commence par la période interdigestive, c'est-à-dire à distance des repas, durant cette phase-là, l'intestin grêle, il est tout simplement le siège de ce qu'on appelle une activité mécanique intermittente qui se propage tout au long de l'organe et il se répète selon un cycle régulier. Donc c'est une activité rythmique intermittente qui siège au niveau du grêle. Donc, ce phénomène mécanique, il est nommé complexe moteur migrant. Donc, c'est le fameux CMM, complexe moteur migrant, donc qui débute au niveau du pacemaker gastrique, c'est-à-dire donc son point de départ, c'est quand même c'est l'estomac, mais il franchit le pylore et se propage jusqu'à la valvule héliocécale. La valvule héliocécale, c'est-à-dire c'est la fin de l'intestin grêle. Donc, et cela, c'est en 90 à 120 minutes. Donc, retenez bien qu'il dit période interdigestive au niveau du grêle, c'est l'équivalent du CMM. CMM, c'est complexe moteur migrant, une activité intermittente qui se déroule ou bien se propage donc du pacemaker gastrique jusqu'à la valvule héliocécale, c'est-à-dire en traversant tout l'intestin grêle, en passant par le duodénum, le jéjunum et l'éléon, et cela en 90 à 120 minutes. Du point de vue fonctionnel, à quoi sert ce CMM? Il permet de vider l'intestin grêle des résidus alimentaires et donc éviter sa colonisation par des bactéries coliques, puisque c'est un mouvement qui se fait en dehors des repas. Donc son objectif, c'est de nettoyer, donc c'est de balayer l'intestin grêle, donc c'est de le vider carrément des résidus alimentaires et en même temps éviter la colonisation par les bactéries. Maintenant, pour le déroulement de ce CMM, ce déroulement donc, se fait en trois phases. Donc, il y a la phase 1, la 2 et la 3. La phase 1, sur le plan durée, donc c'est la plus importante. Donc, elle dure jusqu'à 65 minutes. Mais attention, c'est une phase de quiescence, c'est-à-dire il y a un endormissement, il n'y a pas une activité contractile évidente, ainsi que sur l'EMG, c'est-à-dire sur l'électromyographe. Donc, si on essaye d'enregistrer cette activité, donc uniquement des ondes lentes sont présentes. Donc, on trouve uniquement des ondes lentes. Ensuite vient la phase 2 qui dure un peu moins, donc 25 à 60 minutes. À ce moment-là, donc il y a quand même une certaine activité qui commence à se apparaître, donc mais c'est une activité irrégulière. Donc il y a alors apparition très irrégulière donc de potentiel d'action qui vient surcharger les ondes lentes. Donc on assiste à des contractions irrégulières et propagées. Donc durant la phase 1, il y a uniquement des ondes lentes. Maintenant durant la phase 2, quelques ondes lentes sont surchargées de potentiel d'action, donc mais d'une façon irrégulière. C'est pour ça que cela donne naissance à des contractions, mais irrégulières et propagées quand même. Maintenant vient la phase 3, donc qui est la phase la plus typique donc, du CMN, mais la plus brève également. Donc il dure uniquement de 5 à 10 minutes. C'est une période où il y a effectivement une activité régulière où chaque onde lente est porteuse de potentiel d'action. Ainsi, on assiste à des bouffées de contraction propagées. Donc ça, c'est sur le plan déroulement. Donc retenez bien que le CMM qui se voit uniquement en période interdigestive, qui se voit uniquement au niveau du grêle, donc il ne passe pas dans le gros intestin, donc il se déroule en trois phases. La phase 1, c'est la plus longue, mais c'est une phase de quiescence. La phase 2, moins importante, on commence à assister à quelques contraction irrégulière, mais la phase 3, c'est la plus brève, mais c'est la plus typique. C'est une phase où il y a une activité régulière, où chaque onde lente est porteuse de potentiel d'action, donc il y a des bouffées de contraction propagées. Passons maintenant au contrôle donc de ce CMM. Il s'agit d'une innervation intrinsèque, c'est-à-dire vous savez que le système digestif est doté de son propre cerveau, si vous voulez. Donc l'activité automatique du plexus méentérique donc permet le déclenchement des CMM. Mais attention, il y a également une innervation extrinsèque avec les deux contingents, le parasympathique qui renforce l'activité motrice, mais le sympathique réduit l'activité motrice comme dans tout le reste du système digestif. Ça, c'est le contrôle nerveux. Le contrôle hormonal, donc il y a une hormone essentielle, comme son nom l'indique, la motiline, donc c'est une hormone de mouvement. Donc les pics de motiline, mais également de somatostatine, permettent le déclenchement
du complexe moteur migrant au niveau de l'intestin grêle. Ça, c'est en période interdigestive. Maintenant, en période digestive, donc lors de cette période, le déroulement du CMM est immédiatement interrompu. C'est-à-dire, dès qu'on commence à manger, on met une gorgée ou bien une bouchée donc, dans notre bouche. Donc, il y a l'arrêt du CMM. Donc, on n'assiste plus à l'activité mécanique intermittente qui définit le CMM, mais ce CMM-là, il s'arrête. Alors, on assiste à d'autres types de mouvements, ainsi que comme dans l'estomac, il y a des ondes lentes qui fixent le rythme électrique de base, mais se produisent uniquement à une fréquence de 12 ondes par minute. Les potentiels d'action alors se produisent au sommet de ces ondes lentes, et ils provoquent des contractions. Quelles sont les contractions qu'on peut observer au niveau du grêle au cours de la période digestive? Il y a deux types de contractions. Il y a des contractions de segmentation, mais il y a également des contractions péristaltiques. Les contractions de segmentation, ce sont tout simplement des contractions non propagées. Retenez-les bien. Donc, segmentation, c'est juste pour malaxer le contenu de l'intestin grêle, mais sans faire avancer le bol alimentaire d'une façon nette. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'ondes non propagées. Elles servent à malaxer le contenu du grêle, car une partie de l'intestin grêle, en se contractant isolément, il va envoyer son contenu dans les deux directions, c'est-à-dire en haut et en bas, oral et caudal. Et quand cette section se relâche, donc les parties expulsées vont retourner à nouveau à leur endroit initial. Mais ce mouvement de va-et-vient produit par les contractions segmentaires, il produit donc un malaxage, c'est-à-dire un bon mélange, mais pas de mouvement net en avant du chyme le long de l'intestin grêle. Donc retenez bien que les ondes de segmentation, c'est juste pour malaxer, pour mélanger le contenu intestinal avec les sécrétions, mais sans qu'il y ait un mouvement net du chyme le long de l'intestin. Voilà, pardon, on est arrivé aux contractions péristaltiques, donc qui sont le deuxième type de contraction qui se voit en période digestive. Il s'agit d'ondes propagées. Elles sont très fortement coordonnées et elles servent à propulser le contenu de l'intestin grêle. Donc, contrairement au premier type, qui sont des contractions de segmentation qui permettent uniquement de malaxer le contenu du grêle avec les sécrétions, mais ce deuxième type de contractions, qui sont les contractions péristaltiques, ils permettent de propulser le contenu de l'intestin vers le gros intestin. Ce processus, il doit se produire une fois les phénomènes de digestion et d'absorption sont bien accomplis. Ainsi, une contraction se produit derrière le bol alimentaire, comme nous l'avons déjà expliqué sur l'œsophage. Donc, il y a une contraction qui se produit derrière le bol alimentaire, mais une relaxation qui se produit devant ce dernier, provoquant ainsi la propulsion en direction caudale. On va récapituler donc ça sur cette diapo. Donc, vous voyez ici à gauche donc les contractions qui se propage. Donc, il s'agit donc du péristaltisme. Donc, il y a une onde, par exemple, qui prend naissance ici, mais il doit parcourir tout l'intestin, donc en faisant avancer le bol alimentaire. Donc, car il y a une contraction en amont, il y a une relaxation en aval du bol alimentaire. Ça, c'est pour le péristaltisme. Par contre, pour la segmentation, vous imaginez ici, donc cet endroit-là, par exemple ici, c'est coloré en jaune, donc c'est moins net sur la diapo. Donc, si on imagine une contraction donc, de cette partie-là, regardez, donc s'il y a une contraction, donc rétrécissement donc, de cette partie, donc cela va envoyer son contenu dans les deux sens, en haut et en bas.
D'accord. Mais une fois qu'il se relaxe à nouveau, donc il va recevoir son contenu, mais attention, c'est un contenu qui se mélange avec le contenu d'en haut et le contenu d'en bas. C'est pour ça qu'on parle d'un mélange, d'un malaxage uniquement, donc du contenu sans mouvement net. Regardez, donc la contraction qui s'est produite ici, donc n'a pas permis l'avancée donc de cette partie-là. Donc ces mouvements-là, ils permettent uniquement le malaxage des aliments sans qu'il y ait une avancée vers le bas du contenu de l'intestin grêle. C'est ce qu'on appelle la segmentation. Donc voilà les deux ondes euh, donc, qui se voient au niveau donc, de l'intestin en période digestive. Sachant que la segmentation, donc, elle est peu importante entre les repas, mais elle devient très intense juste après. Ça, nous l'avons déjà cité. Donc, la segmentation du duodénum et celle de l'iléon, ils commencent simultanément dès que du chyme entre dans l'intestin. C'est-à-dire, donc, dès qu'il y a l'arrivée des aliments dans le duodénum, déjà, même l'iléon, il commence à assurer des mouvements de segmentation en se préparant à l'arrivée donc de ce contenu grédique afin donc de le malaxer d'une façon plus importante. La segmentation du duodénum est due à la distension par du chyme. Par contre, celle de l'ilion, par contre, elle est plutôt due à la gastrine. La gastrine, c'est une hormone gastrique, donc synthétisée par les cellules G du pylore. Donc, elle est sécrétée par l'estomac suite à la présence d'aliments dans celui-ci. Alors, c'est ce qu'on appelle le réflexe gastro-iléal. C'est-à-dire, donc, déjà, c'est l'hormone gastrique donc, qui va demander, si vous voulez, à l'iléon donc de se préparer à assurer des mouvements de segmentation avant que les aliments arrivent déjà à ce niveau-là. Ce réflexe, il est entretenu également par le système nerveux autonome, bien entendu. Maintenant, il faut savoir que la distension de la lumière intestinale ou bien la manipulation d'une anse intestinale peuvent être à l'origine du réflexe intestino-intestinal inhibiteur de la motricité et de la tonicité intestinale. C'est ce qu'on appelle l'hélius paralytique post-chirurgical. Donc, c'est un phénomène qui s'observe généralement après une intervention chirurgicale. Donc, quand on manipule les anses intestinales, on risque donc de créer ou bien de déclencher un réflexe intestino-intestinal inhibiteur, donc ce qui aboutit donc à l'inhibition de la motricité du grêle. Et comment on cherche donc ce phénomène-là? Donc, généralement, quand le patient donc, se réveille après une intervention chirurgicale, on insiste sur le fait, en lui posant une question, donc, est-ce que vous avez repris votre transit? Donc, est-ce que vous avez émis des gaz? D'accord? Donc, si les gaz sont émis, ça veut dire que l'intestin fonctionne, donc il n'y a pas eu donc, cet hélius paralytique et c'est un bon signe, bien entendu. Toujours en période digestive, donc le système nerveux entérique est responsable de la segmentation et du péristaltisme par excitation. Donc, il y a des neurones cholinergiques, mais en même temps par inhibition. C'est-à-dire, donc, il y a excitation, inhibition intermittente, donc contraction, relaxation. C'est ça, les contractions à début et à fin bien définies. Donc, l'excitation se fait par les neurones qui sécrètent de l'acétylcholine, ils sont cholinergiques, mais l'inhibition se fait par les neurones non adrénergiques, non cholinergiques. Donc, ce sont les neurones inhibiteurs qui sécrètent le VIP et le monoxyde d'azote. La stimulation parasympathique augmente la contraction du muscle lisse intestinal. Par contre, la stimulation du sympathique, là, diminue. Ça, on le sait. Donc, c'est le parasympathique qui est responsable du mouvement du système digestif. Le sympathique, par contre, il inhibe la motricité, mais il renforce les sphincters. La stimulation douloureuse extra-digestive inhibe également la motricité intestinale. Donc, quand une personne souffre d'une douleur extra-digestive, donc le patient est malade, vraiment, il sent une certaine douleur atroce, donc cela va engendrer une inhibition de la motricité intestinale. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un est malade, donc on dit il est constipé, donc parce qu'il souffre d'une douleur atroce. Voilà ce qui concerne la motricité du grêle. On va terminer le chapitre par le dernier segment du système digestif qui est le côlon. Donc le côlon, mais le côlon se poursuit donc d'un phénomène finement intégré et régulé. Donc c'est la continence et la défécation.
Donc, on fait une petite introduction. On parlera de la morphologie du côlon, de son rôle, de son activité métabolique. Actuellement, donc, c'est un sujet d'actualité. Donc, on parle du microbiote intestinal, appelé jusque-là flore intestinale. Maintenant, on parle donc du microbiote intestinal, donc, qui est à l'origine de plusieurs maladies. On terminera par la motricité du côlon et celle de la région recto-anale, c'est-à-dire la dernière portion du système digestif. En introduction, vous savez que la digestion dans son ensemble, donc son siège principal, c'est bien entendu l'intestin grêle. La même chose pour l'absorption. Donc, comme l'essentiel de ces deux phénomènes ont lieu dans le grêle, donc il y a uniquement les résidus indigestibles, c'est-à-dire qui sont insensibles aux enzymes de la digestion, comme la cellulose par exemple, des constituants non absorbés de la bile et le liquide résiduel qui entre dans le côlon. Donc, c'est-à-dire ce qui arrive dans le côlon, c'est tout ce qui n'est pas digestible et c'est tout ce qui n'est pas absorbé au niveau du grêle. Alors, ce côlon, donc, il constitue la partie terminale du tube digestif et il possède une capacité de réabsorption de l'eau et des électrolytes, ce qui permet la concentration des matières fécales. C'est-à-dire, on sait que la digestion et l'absorption ont un siège principal, c'est le grain. C'est-à-dire la majorité des phénomènes de digestion et d'absorption, ça y est, ils ont été faits au niveau du grain. Maintenant, ce qui reste au côlon d'assurer, c'est uniquement de récupérer l'eau et les électrolytes et donc concentrer les matières fécales, donc pour que la personne ne va pas émettre des diarrhées, mais va émettre quand même une selle qui est un peu consistante. En réabsorbant, en récupérant tout ce qui est eau et électrolytes. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, ce qui concernant le côlon, c'est la flore, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, la flore bactérienne, ou bien actuellement appelée microbiote intestinal, donc c'est une flore qui est très importante, qui réside dans la lumière côlique et qui est responsable d'une activité métabolique non négligeable. Donc, on va parler donc de cette activité métabolique qu'assurent les bactéries qui résident dans le côlon. Donc, ce ne sont pas des bactéries dangereuses, mais ce sont des bactéries inoffensives. Au contraire, ce sont des bactéries bénéfiques pour le corps. Et en dernier lieu, le contrôle hautement intégré de la motricité de la région recto-anale assure la continence et la défécation. Donc, après avoir assuré la réabsorption de l'eau et des électrolytes, après action donc de la flore intestinale, donc il y a une dernière partie donc du côlon, donc de l'intestin dans son ensemble, qui est finement, hautement contrôlée afin donc d'assurer ce qu'on appelle la continence. La continence, donc c'est le fait de pouvoir retenir la selle, c'est-à-dire retenir les excréments donc, et décider donc de ne pas aller aux toilettes, sauf quand on veut. C'est ça la continence. La défécation, c'est le contraire. Donc, c'est quand on décide donc de vider notre rectum, donc c'est-à-dire aller aux toilettes. Sur le plan morphologique, le côlon donc, peut être divisé schématiquement en deux parties. Donc, on parle d'un côlon proximal et d'un côlon distal. Le côlon proximal, donc c'est tout ce qui est ici comme écolon droit, ainsi qu'une partie ou bien une moitié du côlon transverse, dont le rôle est essentiellement l'absorption de l'eau et des électrolytes. C'est-à-dire, donc, c'est cette première partie, c'est ce côlon proximal qui, en réalité, assure l'absorption de l'eau et des électrolytes. Tandis que le côlon distal, qui est la deuxième moitié du transverse, avec le côlon gauche, le sigmoïde et le rectum. Donc, ce dernier il possède une fonction beaucoup plus de stockage et d'évacuation des déchets de l'alimentation. Donc, la première portion du côlon, donc il continue les phénomènes d'absorption. Donc, il absorbe l'eau et les électrolytes. Mais la deuxième portion, c'est surtout assure le stockage et l'évacuation des déchets de l'alimentation. Donc maintenant, si on veut parler un peu d'histologie, l'épithélium côlique, lui, est caractérisé par l'absence de villosité. Donc, quand on a parlé de l'intestin grêle, de la muqueuse intestinale, donc on a dit que c'est une muqueuse qui n'est pas régulière, mais qui est hérissée de villosité dans le but d'augmenter la surface pour assurer une bonne absorption.
comme ici, au niveau du côlon, donc l'absorption se résume à celle de l'eau et des électrolytes, et la majorité de l'absorption, ça y est, elle est faite au niveau du grêle. Donc, l'épithélium colique ne présente pas de vélocité, mais surtout, il présente de nombreuses cryptes. Et les microvélocités du pôle apical, c'est-à-dire si on veut parler donc du pôle apical de la cellule, donc il y a moins de vélocité, de microvélocité par rapport à celle de l'entérocyte, c'est-à-dire donc de la cellule du grêle. Donc tout ça parce qu'au niveau donc du côlon, donc il n'y a pas une forte absorption ou bien une digestion. Donc les cellules absorbantes sont relativement peu nombreuses. D'accord. Alors qu'au niveau du grêle, donc la cellule majoritaire, c'est bien l'entérocyte qui est la cellule absorbante. Mais ce qu'on trouve beaucoup plus dans l'épithélium colique, c'est les cellules amicus qui sont très nombreuses. Le tissu lymphoïde il est abondant dans la couche sous-muqueuse, essentiellement sous forme d'amas, du fait de l'importance de la flore microbienne colique. Le rôle du côlon. Donc, le rôle du côlon, comme nous l'avons cité dans l'introduction, c'est de concentrer les matières fécales qui prend place de façon prépondérante dans le côlon droit, parce que c'est à ce niveau que se déroule la réabsorption de l'eau, qui permet d'ailleurs de diminuer le débit hydrique d'environ 1 litre par jour à la valvule héliocytale, c'est-à-dire à l'entrée du côlon, jusqu'à 100 millilitres uniquement par jour au niveau rectal. Ça veut dire au niveau du côlon, on récupère pratiquement 900 millilitres par jour. Donc cela permet donc de concentrer les matières fécales, les rendre moins fluides. Ces mouvements d'eau accompagnent une réabsorption du sodium en échange avec la sortie du potassium, et cela se contrôle de l'aldostérone. Nous avons parlé un peu de l'aldostérone quand on a fait la pression artérielle, la régulation de la pression artérielle. L'aldostérone, c'est une hormone minéralocorticoïde, donc qui est sécrétée par le cortex surrénalien, donc il assure la réabsorption de l'eau et du sodium, et contre une excrétion de potassium. Donc, il exerce beaucoup plus au niveau du tubule distal du néphron, mais également au niveau du côlon. Donc, c'est par ce mécanisme-là que la réabsorption de l'eau se fait au niveau du côlon. Et en réalité, donc, c'est une réabsorption qui est dépendante du sodium, car cette aldostérone permet la récupération du sodium en expulsant le potassium, et l'eau va suivre le sodium. Le chlore est également réabsorbé en échange de la sécrétion de bicarbonate, mais la fonction sécrétrice du côlon se limite uniquement à celle du mucus. Donc, ce qui est sécrété par le côlon, c'est juste du mucus pour faciliter la défécation, c'est-à-dire l'élimination des déchets. L'activité métabolique du côlon. Donc, je vous ai dit, le côlon, il est le siège donc d'une flore microbienne très développée qu'on nomme actuellement le microbiote intestinal, ce qui permet au côlon d'assurer une activité métabolique non négligeable. Et cela, bien sûr, par l'importance de cette flore qu'il héberge. Pourquoi le côlon héberge une flore microbienne et l'intestin grêle ne fait pas ça? Tout simplement parce qu'au niveau du côlon, donc il y a une lenteur des mouvements. C'est-à-dire le mouvement est réduit. Donc cela offre aux bactéries le plaisir ou le loisir de s'y accumuler et de se multiplier, contrairement au grêle où la progression est trop rapide. Donc c'est-à-dire au niveau du grêle, donc il y a des mouvements rapides, ce qui balaye l'intestin grêle, donc il ne permet pas la colonisation par des bactéries. Ces colonies donc de micro-organismes, comme je vous ai dit, ils sont avantageuses, donc ils sont bénéfiques, mais ils ne sont pas inoffensives. Donc on va voir leur action bénéfique. Premièrement, donc cette flore microbienne ou bien ce microbiote intestinal, maintenant actuellement on peut le considérer comme étant un organe, hein, donc sachant que le nombre de bactéries qu'il y a dans l'intestin dépasse plusieurs fois le nombre de cellules dans notre corps. Donc, c'est un nombre qui est vraiment énorme. Et ce microbiote, il s'installe dès la naissance, donc que ces bactéries commencent à envahir notre tube digestif.
Donc, comme activité donc, de ce microbiote intestinal, c'est d'abord un rôle nutritionnel, donc, car ces bactéries-là, ils ont la capacité de synthétiser certaines vitamines, comme la vitamine K. Donc, la vitamine K est synthétisée par la flore microbienne intestinale. Et également, cette flore-là permet l'acidification du contenu cholique et donc absorption du calcium, du magnésium et du zinc, qui sont donc des éléments très importants donc, pour toutes nos réactions biochimiques. Donc ça, c'est le rôle nutritionnel. Deuxième rôle, c'est le rôle d'hydrolyse des protéines endogènes. Donc les protéines endogènes, ils sont issues de la desquamation cellulaire, et cela par des peptidases bactériennes, ainsi que les acides aminés libérés par cette hydrolyse peuvent être soit décarboxylés, donc production d'amines volatines qui sont mitogènes, donc participe au maintien de la trophicité muqueuse. C'est ça, donc mitogène, donc ils permettent des mitoses, donc chose qui assure une trophicité de la muqueuse. Mais attention, s'il y a un excès donc de ces amines mitogènes, cela risque de développer le cancer. C'est pour ça que les sujets qui mangent beaucoup de protéines, on dit qu'ils ont le risque donc de développer un cancer digestif parce que donc ces protéines-là donc, sont hydrolysées par les peptidases bactériens, ce qui libère des acides aminés, et une fois décarboxylés, ces acides aminés-là vont donner les amines mitogènes, donc qui, une fois donc, assurent des mitoses excessives, donc ils peuvent développer du cancer. C'est pour ça qu'on parle d'un cancer colorectal, qui est un cancer des sujets riches, c'est-à-dire les sujets qui mangent de la viande souvent, et c'est malheureux. Donc, on ne conseille pas actuellement aux gens donc, de manger la viande, mais uniquement une fois, 2 fois par semaine au maximum, sauf bien sûr pour les sujets en croissance ou bien la femme enceinte, la femme allaitante, etc. Donc, ça, c'est quand les peptidases bactériennes assurent une libération d'acides aminés qui sont décarboxylés. Maintenant, si ces acides aminés libérés par ces peptidases sont désaminés, cela va produire de l'ammoniac. Et vous savez que l'ammoniac, donc, assure la putréfaction, donc ce qui donne l'odeur caractéristique de nos excréments. Le troisième rôle que la flore microbienne assure, c'est le rôle de l'hydrolyse des glucides non digestibles, donc c'est-à-dire insensibles aux enzymes du grain. Donc on sait que la digestion des glucides se fait essentiellement au niveau du grain, mais attention, il y a certains glucides qui échappent à ces enzymes-là, et notamment donc les fibres alimentaires. D'ailleurs, ces fibres-là, elles parviennent intactes dans le côlon. Donc on dit qu'ils jouent un rôle laxatif, c'est-à-dire ils évitent aux patients donc d'être constipés, mais ces glucides-là sont en même temps attaqués par les enzymes bactériennes, et cela par fermentation. Ils vont produire ce qu'on appelle les gaz intestinaux et des monosaccharides. Ces monosaccharides seront digérés par les bactéries, ce qui produit des acides gras volatiles à chaîne courte. Et ces acides gras volatiles à chaîne courte jouent un rôle métabolique notable, car ils sont utilisés comme substrat énergétique par l'épithélium colique. D'accord? Donc, non seulement ces glucides non digestibles, en échappant aux enzymes de la digestion du grêle, ils parviennent intacts dans le côlon. Cela va permettre d'augmenter le volume de la selle, donc éviter la constipation, mais en même temps, sous l'effet donc des enzymes de la digestion bactérienne, donc cela va donner des monosaccharides, et dans la digestion permet de donner en dernier lieu les acides non volatiles à chaîne courte, qui sont le substrat énergétique de l'épithélium. Le deuxième rôle, on a dit, donc c'est le rôle d'hydrolyse des protéines endogènes, et en dernière position, donc l'hydrolyse des glucides non digestibles, aboutissant à la formation donc d'un substrat énergétique pour l'épithélium colique. On terminera ce cours par la motricité du côlon. Donc cette motricité colique, il permet dans un premier lieu le brassage du chyme intestinal en vue de la réabsorption donc
de l'eau et du sodium, c'est-à-dire le fait qu'il mélange le contenu intestinal colique, donc permet à ce dernier d'être en contact étroit avec la muqueuse, ce qui permet la réabsorption de l'eau et du sodium. En même temps, une progression donc, des matières fécales vers l'anus, donc c'est l'activité propulsive, et en même temps un stockage temporaire des fesses entre les défécations. Donc on a dit donc c'est le côlon descendant, donc c'est le sigmoïde et qui permet le rôle de stockage. Sur le nictémère, c'est-à-dire donc sur les 24 heures, donc le côlon présente une activité irrégulière. Durant la période de jeûne, c'est-à-dire à distance des repas, donc lors du sommeil, il y a moins d'activité, c'est tout à fait normal. Lors du réveil, déjà, il y a un pic d'activité motrice segmentaire et péristaltique qui est observé. Dans l'après-midi et la matinée, on assiste à une activité segmentaire. La distension colique inhibe la motricité basale. Le stress provoque une contraction colique et une activation de la motricité. Durant la période postprandiale, par contre, c'est-à-dire à distance du gène, c'est-à-dire donc au moment des repas, donc le repas lui-même, il provoque déjà une activation de la motricité colique pendant environ 2 heures. Et cette activation porte à la fois sur les mouvements segmentaires et sur les mouvements péristaltiques. Voilà ce qui concerne le côlon. Donc, on parlera de la motricité recto-anale, qui est responsable des phénomènes de continence et de défécation. Je vous ai dit, la continence, c'est le fait de retenir la selle, c'est-à-dire retenir ses excréments, de décider volontairement de ne pas aller aux toilettes. Donc, c'est ça la continence, le fait de retenir sa selle. Donc, un nouveau-né, donc, il fait donc, ses besoins dans sa couche jusqu'à l'âge de 1 an et demi, donc tout dépend. Quand il se débarrasse donc de sa couche, donc il part volontairement aux toilettes, on dit qu'il a acquis la continence. La défécation, donc, c'est le fait de décider d'aller aux toilettes, donc vider son intestin. Cette motricité donc recto-anale est soumise à un contrôle nerveux hautement intégré, sachant que dans la partie basse du rectum, la musculature circulaire s'épaissit pour former le sphincter interne de l'anus. Par contre, le sphincter externe de l'anus est constitué d'un système de fibres musculaires striées et donc il est sous le contrôle de la volonté. Je vous ai dit durant le premier cours que la musculature du tube digestif est faite essentiellement donc, de muscles lisses. Donc la musculature d'ailleurs elle est donc faite de 2 couches, la circulaire interne, la longitudinale externe, c'est du muscle lisse. Mis à part donc la partie proximale, donc la partie initiale de l'œsophage, mais également la fin du tube digestif, donc c'est ce sphincter externe de l'anus qui est fait de muscles striés, donc ce qui permet le contrôle de la volonté, car le muscle lisse il est régi par le système nerveux autonome, donc on ne peut pas le réguler avec notre volonté. Par contre, le début et la fin du système digestif, donc, ils sont régulés par la volonté. C'est pour ça, comme la mastication, comme la déglutition, donc, c'est à nous donc, de décider de mâcher, donc d'initier la déglutition, qui devient ensuite automatique. Même chose pour l'élimination des selles, donc c'est à nous de décider donc, d'aller ou pas aller aux toilettes. Donc, c'est un acte volontaire. Et pourquoi? Parce que à ce niveau-là, on trouve des fibres musculaires striées, donc qui sont bien sûr sous le contrôle de la volonté. En dehors de la défécation, l'ampoule rectale, normalement, elle est vide. Les matières fécales sont stockées dans le côlon descendant et dans le sigmoïde. Et tant que la pression anale est supérieure à la pression rectale, il n'y a aucune issue de matière ou de gaz n'est possible. D'accord. Maintenant, la survenue d'une onde propulsive colique, donc s'il y a une onde qui vient du côlon, donc qui va se propager jusqu'au rectum, donc il va provoquer le remplissage de ce dernier, donc remplissage du rectum par les matières fécales. Donc une fois le rectum est plein, donc il y a une stimulation des fibres nerveuses de la paroi rectale, et cela par l'étirement de ce dernier, ce qui va déclencher d'un côté un réflexe recto-anal inhibiteur, et donc il y a une relaxation du sphincter interne de l'anus, c'est-à-dire quand le rectum se remplit, donc le sphincter interne qui est régi par le système nerveux autonome, il va
se relaxer, donc il y a une ouverture du sphincter interne. Mais en même temps, il y a un réflexe recto-rectal excitateur qui renforce la contraction du sphincter externe de l'anus, ce qui garantit la continence. Ça veut dire quand l'onde colique donc, qui est déclenchée par le système nerveux autonome donc, se propage jusqu'au rectum, donc il va y avoir une ouverture du sphincter interne, donc on aura l'envie donc d'aller aux toilettes, donc on se sent que notre rectum est plein, mais donc il y a un deuxième réflexe qui est soumis à la volonté, donc c'est à nous donc de décider de fermer donc ce sphincter externe, donc alors il se ferme, ce qui garantit la continence, c'est-à-dire le pouvoir de retenir sa selle et de ne pas aller aux toilettes. Maintenant, en fonction de la situation, c'est tout à fait tout se passe en fonction de la situation dans laquelle le sujet se trouve. Donc, le sujet, c'est à lui donc de décider ou non de l'initiation de la défécation par l'ouverture volontaire du sphincter externe de l'anus. C'est-à-dire quand cette onde-là arrive dans le rectum, si le sujet donc elle a la possibilité donc d'aller aux toilettes, donc il va décider volontairement d'ouvrir le sphincter externe par volonté, donc il va émettre ses excréments. Maintenant, si la situation ne le permet pas, par exemple la personne elle est en plein exercice, donc il est en pleine réunion, donc il décide donc de retenir sa selle et donc de ne pas aller aux toilettes jusqu'à une autre, période. Donc, la défécation donc, démarre donc, à partir d'une sensation recto-anale. Donc, il y a une sensation donc, qui nous dit voilà, donc on veut aller aux toilettes. Mais le plus souvent, celle-ci est inhibée par le cortex et l'évacuation est différée. Voilà. Lorsque l'inhibition corticale cesse, maintenant, c'est vrai, on essaie d'inhiber, mais quand on a la possibilité donc d'aller aux toilettes, on va faire arrêter donc cette inhibition et donc la défécation elle s'organise. Alors dans ce cas-là, le sphincter externe il s'ouvre par volonté, donc le plancher pelvien il s'abaisse. Les muscles releveurs de l'anus se relâchent et donc le rectum et l'anus prennent l'aspect d'un entonnoir à travers lequel la colonne fécale est expulsée, aidée bien sûr par la poussée abdominale avec expiration à glotte fermée. C'est ce qu'on appelle la manœuvre de Valsalva. Donc c'est le fait d'assurer une expiration mais la glotte est fermée, c'est-à-dire donc on appuie beaucoup plus sur l'abdomen donc pour aider donc la poussée abdominale à faire sortir la colonne fécale. À la fin de la défécation, il existe également une voie inhibitrice descendante d'origine corticale qui peut suspendre volontairement la défécation. Donc, c'est à vous de décider donc de mettre fin à cette défécation, donc de sortir des toilettes et de finir le geste de défécation. Donc, voilà pour ce dernier cours. Donc, on a commencé le tube de notre physiologie digestive par la mastication, la salivation, donc ensuite la déglutition, donc on a mélangé notre bol alimentaire avec le chyme gastrique, ensuite on a fait une vidange gastrique, on est arrivé dans l'intestin grêle où la majorité des sécrétions sont là, donc ce qui permet une bonne digestion et absorption à ce niveau-là. Ensuite, ce qui reste part dans le côlon, donc pour une meilleure absorption de l'eau et de sodium dans le but donc de concentrer les matières fécales. Et en dernier lieu, ces matières fécales sont stockées dans le sigmoïde, dans le côlon descendant et évacuées grâce à la motricité donc, de la région recto-anale, se forment donc de déchets. Et voilà pour cette physiologie digestive. Je vous remercie.